Salut à toutes et à tous. Il y a quelques mois, je vous avais sorti une première vidéo dont j'espérais en faire une série. J'espère toujours en faire. C'était donc une vidéo intitulée College Baseball Legends. Et donc je vous avais parlé d'une des facs les plus titrées du collège baseball dans son histoire, Cal State Fullerton. À savoir que c'est une fac dont on n'entend pas forcément parler dans d'autres sports. Je vous avais déjà expliqué que par exemple le programme football avait eu une fin tragique et prématurée, on va dire, dans les années 90. Mais bon, on n'est pas là pour reparler de Fullerton. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau, si ce n'est le plus gros morceau des universités légendaires en termes de college baseball, puisqu'aujourd'hui on va parler de USC. University of Southern California est une université réputée dans plusieurs domaines, on va en reparler. Et au niveau du baseball, elle n'est pas sans reste puisque c'est la faculté la plus titrée de l'histoire du college baseball. On va pouvoir entrer un peu plus dans le détail, j'espère que ça va vous intéresser, on va y aller sans plus tarder, c'est parti. Pour pouvoir vous parler de USC, et notamment de ce dont on veut parler, c'est-à-dire USC au niveau du baseball, il faut d'abord revenir à ses origines, comprendre un peu le fonctionnement en fait de cette région même, vu que USC est la faculté de Los Angeles. Quand on pense à Los Angeles, notamment au sud de Los Angeles, on pense forcément à USC. Donc laissez-moi vous ramener dans le passé, plus précisément au 19e siècle, à une époque de grands bouleversements dans cette région spécifique des États-Unis telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans le savoir, le 19e siècle a marqué pas mal de chamboulements, de chambardements dans ces différentes régions nord-américaines. Le Mexique notamment avait clamé et demandé son indépendance quelque part via la force par la guerre vis-à-vis de l'Espagne et l'avait obtenu dans les années 1820. Par la suite, elle avait annexé pas mal de territoires qui sont désormais des territoires que l'on connaît comme américains, c'est-à-dire états-uniens. On peut parler par exemple bien sûr de la Californie, du Nouveau-Mexique, on peut même remonter jusque dans l'Utah pour tout savoir. Et on va avoir cette fameuse guerre entre le Mexique et les États-Unis, un peu consécutive à la demande d'indépendance du Texas vis-à-vis de ce même Mexique. Cette guerre va être très coûteuse en termes de territoire pour le Mexique. C'est la guerre donc entre le Mexique et les États-Unis entre 1846 et 1848. Elle est notamment dans son apogée connue comme la guerre de 47, notamment dans la partie mexicaine, puisque c'est 1847 qui a vu le plus grand, la partie la plus active de cette guerre. Et beaucoup critiqueront cette guerre, même des gens ayant participé à cette guerre dans les deux camps. Aux États-Unis, on peut penser à Ulysses Grant, très connu aux États-Unis, qui a d'ailleurs été président par la suite, et qui reconnaîtra que cette guerre presque... alors j'ai employé des mots qui ne sont pas employés par ces derniers, mais on pourrait le traduire comme ça, cette guerre presque d'avarice, entre guillemets, va avoir des conséquences selon lui, et ces conséquences, c'est la fameuse guerre de sécession notamment. Pour revenir du côté de Los Angeles, donc la Californie maintenant annexée aux États-Unis, va connaître un boom. Passé d'un simple village à la fin du XVIIIe siècle, lorsque des missionnaires espagnols sont arrivés du sud, du Mexique qui était leur, pour arriver en Californie, à une petite ville au moment, on va dire, où les États-Unis la récupèrent via les conséquences de la guerre face au Mexique. Mais dès 1850, elle va commencer à prendre une certaine importance, même si ça reste à cette époque-là une ville assez, une bourgade, comme on pourrait le dire, assez simple, assez simpliste, avec son saloon, ses petits jeux et très peu de développement, mais pas mal d'avancées suite à cette guerre face au Mexique et donc à l'annexion en fait de toute cette zone par les États-Unis. Pas mal de choses vont découler de tout ça, notamment la fameuse ruée vers l'or. Et avec la ruée vers l'or, pas mal de gens vont bien sûr venir s'installer. Avec l'installation, on va avoir une sorte d'effervescence et donc de construction, de lancement de l'économie telle que on peut la connaître à la fin, en tout cas la deuxième partie du 19e siècle dans cette zone. Et donc forcément, une des conséquences de tout ce remue-ménage, c'est via l'urbanisation, c'est aussi le changement, on va dire la mise en place de lois, la mise en place de certaines structures. Et parmi les grands acteurs de ces lancements de différentes structures, on va avoir une personnalité qui va fortement nous intéresser, c'est Robert Maclay Whitney.
Ce monsieur, on le connaît pas forcément, hein, c'est pas non plus quelqu'un qui a par exemple fait des choses via des armes ou qui a été par exemple une personnalité connue et reconnue au niveau unitaire en termes d'États-Unis. C'est par contre une personnalité connue à Los Angeles. Il faut le savoir, lui vient plutôt de l'Ohio à la base. Il est arrivé à Los Angeles en 1867 et très vite il va graver les échelons, il va faire partie de ce mouvement un peu euh, qui caractérise un peu cette urbanisation, on va dire, de Los Angeles, avec ce mouvement de vouloir mettre en place des lois, des règles, pas mal de structures. Il va par exemple être très vite nommé juge de la Cour de Californie, alors qu'il venait quelques années auparavant de finir ses études, études qu'il avait fait d'ailleurs déjà dans la zone californienne, puisqu'il les avait fait à Santa Clara. Il va être un des fondateurs de la Chambre du commerce de Los Angeles dans les années 1870. Et surtout, au-delà de ses autres interventions, par exemple, il a fait partie des commanditaires, en tout cas des personnes qui ont influencé pour la mise en place du chemin de fer au niveau de Los Angeles, et donc de la connexion entre l'Ouest, le Grand Ouest et les États-Unis de l'Est. Mais nous, il nous intéresse surtout pourquoi ? Puisque très rapidement, il sait qu'il y a un potentiel à Los Angeles. Il sait qu'il y a quelque chose à faire à Los Angeles. Et lui, ce qu'il veut, en fait, c'est pouvoir mettre en place une université dans la ville, tout simplement. Il va commencer à avoir une réflexion avec d'autres citoyens on va dire de haut vol, des personnalités connues et reconnues dans la ville. Ils vont mettre en place en fait une sorte de comité, ils vont réfléchir pendant une petite dizaine d'années sur comment mettre en place tout ça, surtout avoir les fonds, avoir tout simplement au-delà des fonds l'emplacement, etc., etc. Et avec d'autres personnalités telles que, juste pour vous faire un peu de name dropping, Isaiah Hellman, qui était notamment un des fondateurs de la Banque des fermiers et marchands à Los Angeles, Ozro W. Childs, qui était une figure en fait connue puisque c'était un marchand et c'était également un protestant. Il faut savoir qu'à l'époque la religion était vraiment très très importante. Il y a également un pharmaciste d'origine irlandaise et catholique, John G. Downey, qui va faire partie de ce petit groupuscule de personnes qui vont donc en fait permettre de mettre en place cette vision de Robert Maclay Whitney et donc de mettre en place tout simplement USC, l'université de Southern California. L'un des premiers concepts qui va faire l'originalité de cette fac, c'est son côté philanthropiste ou philanthropique. Et il est traduit ce côté par le fait, par exemple, de ne même pas associer ou de revendiquer une sorte de mise en place de silos. Par exemple, à cette époque-là, on le sait très bien, on sort à peine d'une guerre de sécession qui avait marqué notamment la question de l'esclavage. On sait que l'esclavage avait été aboli quelques années auparavant, mais la ségrégation a été mise en place également à la suite de tout ça. Et une des premières décisions lors de la mise en place du USC, c'est de ne pas prendre en compte tout ce genre de questions de race, de couleur, etc., et tout simplement d'accueillir les étudiants qui le méritent et qui veulent venir. Et quand on parle de ça, on ne parle pas de mérite sur une question de quota ou autre, mais vraiment en termes d'études. Ils acceptaient tout simplement tout le monde. Une petite anecdote également à savoir, en fait, surtout que ça a été très rapidement quelque chose qui est entré dans la légende même de la fac. Pour ceux qui suivent notamment les sports universitaires, vous êtes au courant qu'on appelle USC les Trojans. Ce surnom en fait de Trojans ou de Trojan vient de quelque chose de très spécifique. À la base, les étudiants, et notamment les athlètes de USC, étaient connus comme étant les Fighting Methodists or Wesleyans. Donc, les méthodistes, c'est-à-dire c'est un mouvement en fait religieux catholique, on va dire. Enfin, je vais dire chrétien, parce que j'ai pas envie de mentir, j'ai pas fait de recherche sur le mouvement en soi. Je sais que c'est chrétien, je ne suis pas sûr que ce soit catholique, donc on va s'abstenir de dire des bêtises. Mais comme il y avait l'église méthodiste était associée à USC et notamment pendant assez longtemps, puisque je pense de mémoire que c'est dans les années 1950 seulement que USC s'est séparé de l'église, tout simplement.
Et donc ce surnom qu'on donnait aux athlètes donc de Fighting Methodist, mais un événement va arriver et cet événement va changer en fait tout simplement ce nickname, cette façon de surnommer les étudiants de USC. Contexte. On retrouve en fait USC en opposition à une autre fac, la fac de Stanford, une grande fac californienne et bien sûr états-unienne. Et ils devaient s'affronter lors d'une opposition d'athlétisme, tout simplement. À la base, Stanford va complètement dominer en fait USC, et normalement, au moment où on voit toutes ces victoires du côté de Stanford, on se dit qu'il n'y a plus aucune solution pour USC de pouvoir gagner l'événement. L'événement se déroule en fait sur plusieurs épreuves. Par contre, en fait, USC va réussir à revenir, à faire une certaine remontada. Je sais que ce mot est un peu galvaudé de nos jours, mais bon, autant l'utiliser. Donc une certaine remontada, et même s'ils vont perdre au final de très peu, cette façon de faire, cette façon de ne pas abandonner, de revenir du diable au vauvert et de poser beaucoup plus de problèmes que prévu à Stanford, va leur donner ce surnom de Trojans. Ce surnom va venir en fait d'un journaliste sportif de l'époque, Owen Bird, puisqu'il avait dit dans son reportage, on va dire, ou dans son article dans le Los Angeles Times, que les athlètes de USC avaient combattu comme justement les Trojans, donc les Troyens, tout simplement, si vous connaissez l'Iliade et l'Odyssée, notamment la guerre de Troie, donc les Troyens de l'Antiquité. Et donc voilà, vous avez compris comment le surnom de Trojans ou de Troyens est arrivé jusque au niveau de USC. USC, c'est donc une fac basée notamment sur l'aspect recherche, mais pas que. Et surtout USC, avant qu'on arrive enfin dans notre volet sportif, c'est une fac très reconnue pour quelque chose de spécifique. Et bien sûr, je pense que ceux qui sont vraiment érudits et qui aiment beaucoup la pop culture sont au courant. USC, c'est quelque part un fournisseur en tant que talent dans le domaine du cinéma. Alors, moi, dès que je parle de cinéma, comment je peux dire ça, l'excitation me monte, et c'est pour ça que je veux vous parler en quelques minutes, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet sur cet aspect cinéma. Faut savoir, USC a souvent été associé à des grands acteurs, des grands réalisateurs américains. Tout simplement pourquoi ? Parce que dès le départ, USC a donc une université, enfin une école, l'école en fait d'art cinématographique ou Cinematic Arts, et tout ça est arrivé en fait grâce à l'intervention d'une grande figure du cinéma américain des années notamment 10, 20, et on peut dire carrément jusqu'à 30, juste avant son décès. C'est donc Douglas Elton Fairbanks. Ça vous dit peut-être pas grand chose, mais il faut savoir que c'était un acteur très connu. Il avait joué dans beaucoup de films, à l'époque des films, qu'on appelle ça des films muets. Je cherchais à dire des films silencieux, ce qui n'est pas forcément, oui, ils sont silencieux, mais c'est pas le terme. Donc des films muets, notamment avec La Marque de Zorro, Robin des Bois, Le Voleur de Bagdad. Il a réussi en fait à mettre sa patte sur le cinéma américain de cette période, 10, 20 notamment. Ça a été un des fondateurs de, on va dire, du entre guillemets syndicat des United Artists. Et il a aussi notamment vu ou été quelque part une influence pour pas mal de grands acteurs, ou en tout cas personnalités de cinéma, notamment dans son époque à lui. Il a réussi notamment à convaincre pas mal de personnalités de son époque, ses contemporains à lui, de l'aider dans la mise en place d'une école en fait, tout simplement d'art cinématographique. Je peux vous donner quelques noms, on peut penser notamment à Mary Pickford. Mary Pickford, je pense que c'est un nom qui peut dire des choses à pas mal de monde, notamment ceux qui sont très curieux de cinéma et de l'histoire du cinéma, puisque cette dame qui va avoir une grande influence sur le début de l'Hollywood, Hollywood notamment, qui a été mise en place dès la première partie du XXe siècle, elle va se marier à ce fameux Douglas Fairbanks. Elle va faire partie des fondateurs de ce fameux mouvement des United Artists, et également de la mise en place de toute cette vague un peu d'académie en fait liée au cinéma.
Ça sera pas la seule personnalité d'ailleurs, parce qu'il y a notamment aussi quelqu'un qui est pour le coup là bien plus connu, hein. Au moins si je vous dis le nom, vous allez dire oui, oui, lui, j'ai entendu parler de lui, j'ai déjà vu des images de lui, c'est bien sûr Charlie Chaplin. Donc Fairbanks, Pickford, Chaplin et d'autres vont mettre en place pas mal de choses, vont être des pionniers vis-à-vis de la mise en place d'académies liées au cinéma, et Fairbanks va vouloir mettre en place tout simplement une école. Et si, pour être complètement honnête et transparent, de son vivant, cette école n'aura pas été mise en place telle qu'on la connaît aujourd'hui, il va quand même pousser et avoir l'accord par USC d'au moins avoir une classe dans un premier temps, je pense à la fin des années 20 ou début des années 30, une classe associée au cinéma dans cette faculté. Afin de ne pas faire fuir ceux qui sont venus écouter des légendes sur le baseball, hein, et le baseball universitaire vis-à-vis de cette fac, je vais conclure sur cette partie un peu cinéma en vous donnant quelques noms, hein, notamment un nom de quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est George Lucas. George Lucas fait partie des alumni en fait de cette fac, hein, notamment via sa branche artistique cinématographique. De mémoire, parce que là j'ai plus mes notes devant moi, mais de mémoire, je pense que John Carpenter aussi a été lié de près ou de loin à USC. Mais voilà, vous pouvez bien sûr retrouver la liste, hein, des acteurs, producteurs, réalisateurs qui sont au moins passés par USC, qui ont aidé en fait des étudiants notamment de la fac à faire des projets de courts-métrages. Il faut savoir que USC est très reconnu dans ses courts-métrages qui ont ensuite été nominés ou nommés aux Oscars par la suite. George Lucas notamment, il avait son THX 138, je pense que c'est un de ses films les plus connus hors Star Wars, parce que c'est un de ses tout premiers films, hein, avec American Graffiti également. Et si je dis pas de bêtises, THX 138 avait été nommé dans les académies et venait en fait quelque part de son projet du côté de USC. Voilà, je referme un peu le volet, je vous ai donné un petit contexte historique et également des petites anecdotes liées au 7e art. Mais là, il est temps vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi USC est un membre quelque part que l'on ne peut pas exclure quand on parle de collège baseball? Tout simplement, puisque comme je l'ai dit en préambule, c'est la fac qui a gagné le plus de titres universitaires au niveau du collège baseball. Avec 12 titres dans son escarcelle, USC est de loin la fac la plus titrée, puisque on retrouve en seconde position LSU, dorénavant seul deuxième, avec son 7e titre obtenu cette année, en 2023. USC a notamment connu une grosse période de domination dans les années 70, mais avant que l'on revienne à tout ça, il faut commencer par le commencement, bien entendu. Le programme de baseball de USC a été fondé en fait en 1888. À la fin des années 1880, comme je l'ai dit, voilà, on a eu dès le début des années 1880, la mise en place de la fac de USC, mais surtout à la fin des années 1880, on a eu ce mouvement de mise en place de pas mal de sports est reconnu comme discipline sportive universitaire dans différentes universités à travers tout le pays. USC n'a pas dérogé à la règle avec la reconnaissance de la mise en place d'un programme comme étant une discipline sportive acceptée dans son université avec le baseball en 1889. Alors, à cette époque-là, on n'a pas encore de College World Series, on n'a pas on n'a pas encore un calendrier bien structuré et rempli avec des titres à gagner. On fait des matchs contre d'autres écoles, souvent des écoles qui sont dans la même région, hein. Et il faut le savoir d'ailleurs, la Californie, et puis on va dire l'Ouest américain, surtout la partie sud-ouest, est une des régions les plus imprégnées, on va dire, par le baseball universitaire, tout simplement. Donc, 1889, reconnu comme sport, discipline universitaire. Tout n'a pas été très simple, hein, dans une période où aussi il n'y avait pas assez de structure, donc on pouvait retrouver des coachs par exemple, c'est arrivé notamment pour USC mais pas que, un coach de baseball qui va aussi être le coach de l'équipe de basket et le coach de l'équipe de foot, donc ça mène pas mal d'instabilité on va dire, et surtout ça empêche de mettre en place une véritable structure, une véritable organisation, et de mettre en place aussi quelque part des fondements économiques pour pouvoir faire tourner, on va dire, la machine, notamment quand on parle de sport universitaire. D'abord principalement en fait composé d'étudiants de on va dire de l'école d'avocats en fait, hein, associée à USC. Ils vont commencer en fait à mettre en place et à intégrer des étudiants de n'importe quelle branche de USC,
quand ils n'ont pas vraiment eu le choix avec en fait simplement la Première Guerre mondiale. Notamment à partir de la saison 1916, ils vont vraiment inclure tous les étudiants de n'importe quel milieu, n'importe quelle branche en fait de l'université. Maintenant, un premier tournant va arriver en fait dans l'histoire en fait du programme de baseball de USC. C'est lorsque Sam Crawford en fait va venir de sa position de joueur MLB connu et reconnu, afin de venir en fait devenir le head coach de USC, et ça c'était en 1924. Donc voilà, comme je parle de Sam Crawford, je suis obligé de m'arrêter 2 secondes sur lui, bien entendu. Comme j'ai dit, un joueur connu et reconnu, c'est celui qui détient le record de triple, c'est-à-dire c'est un coup sûr qui vous permet d'arriver en 3e base, donc le record de triple en MLB avec 309 triples. Il a notamment fait partie de cette équipe en fait des Tigers qui était l'équipe de Ty Cobb. Mais Crawford et Ty Cobb avaient quelque part une sorte de rivalité entre eux, mais malgré cette rivalité, ils ont réussi aussi à aider Détroit à être dans une période faste, notamment au début des années 1900. Alors dans une MLB encore balbutiant son baseball entre guillemets, sa structure en tant que on va dire congrégat ou agglomérat de 2 ligues, l'American League et la National League. Ils vont notamment remporter 3 American League de suite en 1907, 1908 et 1909. Donc voilà, obligé de parler de lui parce que c'est également un Hall of Famer. Il a été introduit au Hall of Fame en 1957. Et donc avec lui du côté de USC, on va avoir, comme j'ai dit, un premier tournant, puisque avec lui on va avoir enfin la mise en place d'une structure. Fini l'inconstance, fini le fait de partager des coachs entre différentes disciplines. Avec lui et grâce à lui, USC va être une marque de baseball au niveau universitaire reconnue, tout simplement. Il va notamment également, au-delà d'être le coach de USC, créer des structures, encore une fois. Il va aider notamment à créer en fait la California Intercollegiate Baseball Association. Et cette association va en fait quelque part être la mise en place ou l'officialisation de la mise en place de la Pacific Coast Conference. La Pacific Coast Conference est une des conférences historiques et on peut la reconnaître comme une sorte d'ancêtre en fait tout simplement de la PAC. La PAC 10, puis après la PAC 12, etc., etc. Donc vraiment, sous l'arrivée de Sam Crawford, on a un premier bond vers l'avant de USC et sa mise en place en tant que témoin d'un changement en fait du baseball universitaire et une professionnalisation, c'est pas vrai, mais une professionnalisation peut-être dans ses structures, dans sa structuration, dans sa façon de procéder en tant que discipline en fait sportive universitaire. À cette époque-là, donc comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas encore de College World Series, il n'y a pas encore de titre national en tant que tel. Par contre, on a déjà une compétition du coup dans sa propre conférence. Et Sam Crawford va notamment réussir à avoir un bilan positif avec cette équipe, avec 59 victoires, 46 défaites et 3 matchs nuls, puisqu'il y avait des matchs nuls à l'époque. Et il avait notamment réussi une belle campagne dans cette division de la California Intercollegiate Baseball Association, dans cette fameuse Pacific Coast Conference, avec une 2e place notamment lors de l'une de ses saisons. Tout ça c'est bien beau, mais on va essayer d'avancer un peu plus dans le temps et on va arriver à une autre ère. Et cette ère-là va commencer à construire le succès et la légende de USC. Elle est souvent appelée comme l'ère Sam Barry, mais on peut dire en fait que c'est une première partie de l'ère aussi Rod Dedeaux. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Sam Barry en fait va tout simplement reprendre le flambeau derrière Sam Crawford. Faut le savoir, Sam Barry, lui pour le coup, ça va être un peu la mise en place ou le retour de ce coach à multi-casquettes. Il va notamment travailler en tant que coach de l'équipe de basket. Il va également travailler autour de l'équipe de foot, en tant qu'assistant tout simplement. Et il va également travailler en tant que coach principal dans un premier temps et ensuite dans une sorte de
one-two punch avec l'un de ses anciens étudiants, on va dire, comme coach en fait de l'équipe de baseball. Faut le comprendre, aux États-Unis, Sam Barry c'est quand même quelqu'un de très apprécié, enfin comment je peux dire ça, très connu par rapport à ce qu'il a apporté dans les sports et notamment les sports universitaires. Avant d'arriver à USC, il était à l'université de Iowa, université très connue de la Big Ten, et il va travailler là-bas en tant qu'assistant au niveau du football. Il va également coacher au niveau du baseball et également du basket. Au niveau du basket, il va amener l'équipe d'Iowa à deux titres de champion de conférence. Donc c'était le titre le plus haut qu'on pouvait encore avoir dans les années 20, encore une fois, pas de structure de titre national encore à cette époque-là. Mais il va en fait remporter 2 titres Big Ten avec l'équipe de basket d'Iowa. Et il va également écrire un livre, Basketball Individual Play and Team Play. Ce livre qui va être une sorte de mode d'emploi, là aussi encore une fois, connu, apprécié et reconnu, tout simplement. Juste avant les années 30, il va rejoindre en fait USC. USC à cette époque-là est dans une certaine transition, notamment dans sa partie basket, puisqu'elle cherche en fait un coach de basket. Elle a la chance en fait que l'un des anciens collègues en fait de Sam Barry, Howard Jones, qui a été d'ailleurs le coach principal de l'équipe d'Iowa au niveau du football, le recommande. Lorsque lui arrive à USC, il va également recommander Barry en fait, notamment pour cette équipe de basket. Mais lorsqu'il va reprendre l'équipe de basket, il va également prendre en main l'équipe de baseball et également redevenir un assistant coach sous Jones au niveau du football. Sous sa casquette, sous son titre de head coach au niveau basket, USC va remporter la conférence de Pacific Coast en 1930, 1935 et 1940. Au niveau du baseball, il va remporter la conférence dans les années 30, on va dire 30, 32, 35, 36, 39, donc la majorité des années 30 va être sous domination de USC en termes de baseball et grâce à ce monsieur Sam Barry. Et il faut le savoir, et on va reparler de lui dans quelques instants parce que c'est la figure emblématique de USC, il va avoir un certain Rod Dedeaux sous sa tutelle en tant que joueur lors du titre de conférence de 1935. Et avec ce fameux Rod Dedeaux va se mettre en place une sorte de relation, on pourrait dire une relation père-fils. Il va lui apprendre toutes les ficelles, il va le prendre sous son aile et il va récupérer Rod Dedeaux en tant qu'assistant coach, ou on va dire en tant que second coach, notamment quand lui en fait va devoir prendre en main plus de choses que prévu. En effet, pas mal de tumultes dans le monde vont arriver, vous le savez forcément, parce que je vous ai parlé de certaines dates, notamment 39. 1939, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale arrive, et donc les années 40 vont être marquées par pas mal d'instabilité au niveau mondial, bien entendu, et ça va forcément suivre au niveau universitaire. L'un des impacts, en fait, ça va être un impact direct sur Barry, puisque Barry va s'enrôler dans la marine. Et en s'enrôlant dans la marine, il va pas pouvoir en fait garder la main sur l'équipe, puisqu'il faut le savoir en fait, c'est que les activités universitaires ne sont pas forcément complètement stoppées d'un coup au niveau, en tout cas lors de la Seconde Guerre mondiale. On peut par exemple noter le fait que sous sa casquette, avant qu'il parte pour la guerre, il va amener USC assez loin dans la première itération, la première occurrence, ou l'une des premières occurrences du tournoi NCAA, celle que l'on connaît comme March Madness de nos jours. Ils vont perdre d'ailleurs, je pense, dans demi-finale face à Kansas. Mais bon, tout ça va permettre en fait... comment je peux dire ça ? Tout ça va permettre de mettre USC tout en haut de l'échelon national en termes de basket universitaire, sachant que j'avais lu un article qui expliquait que de manière rétroactive USC avait été comment je peux dire ça, avait été
intronisé comme champion en fait sur cette fameuse saison 1940. En 1942, Barry va donc rejoindre tout simplement les militaires, pour faire au plus simple. L'US Navy, tout à l'heure j'ai dit Marine mais c'est la Navy, excusez-moi pour la petite erreur. Et en quittant USC, il quitte une fac qui est vraiment à son apogée, puisque les années 30 ont vu USC remporter sa conférence en termes de baseball, en termes de basket, également remporter le titre national tel qu'il était auparavant en termes de football en 1932. Maintenant, à la croisée des chemins avec cette Seconde Guerre mondiale et également avec la mort en fait de Jones en 1941, le head coach de football, Barry va donc quitter un programme où il va appointer différents de ses, on va dire, de ses étudiants entre guillemets du jeu, des gens qu'il a eu sous ses ordres et avec qui il a noué certaines relations. Il va les appointer comme différents coachs. On peut noter par exemple Jeff Cravath qui va être le football coach, Julie Bescos qui était la star du programme USC dans tous ses sports universitaires majeurs des années 30, puisque en tant que joueur il a été champion national au niveau du foot. Il a été MVP de la conférence, Pacific Coast Conference, au niveau du basket. Il a été champion de la conférence également au niveau du baseball. Et donc lui sera mis en place, il reprendra en fait les rênes de l'équipe de basket. Tandis que Rod Dedeaux, et il est temps de parler de ce monsieur, va prendre en main l'équipe de baseball par lui-même le temps que Barry sera absent lors de la guerre mondiale. Puis après, dans un one-two punch avec son maître et son érudit de head coach, lorsqu'ils vont travailler conjointement pour faire de USC un champion national. Rod Dedeaux, il faut le savoir, c'est pas forcément quelqu'un qui a une carrière clinquante en termes de baseball. C'est vrai, il a été champion de la conférence dans les années 30 avec Sam Barry en tant que head coach, alors que lui était joueur. Il a également fait une mini pige du côté des Brooklyn Dodgers. Je pense que c'était également dans ces mêmes années 30, juste après sa fin d'université. Ça n'a rien donné. Il a ensuite vaqué à ses propres occupations avant donc d'être rappelé au chevet de l'équipe de baseball lors de l'absence donc de son mentor pour la Seconde Guerre mondiale. Rien de bien clinquant va se passer, si ce n'est qu'il va maintenir une certaine excellence dans ce programme durant l'absence de son ancien coach. Lorsque Sam Barry va revenir de la Seconde Guerre mondiale, ils vont travailler conjointement pour mettre en place le programme le plus successful, désolé pour le franglisme, de la fin des années 40. À partir de 1947, la NCAA met en place les fameux College World Series et donc la possibilité de gagner un titre en fait national. En 1947, la première équipe titrée, de mémoire ça doit être Cal, une équipe encore californienne, va rendre un peu jalouse USC qui pourtant avait quelque part mis en place un programme qui était censé régner sur le début du baseball national universitaire. Mais ce n'est que partie remise, puisque en 1948, dès la saison suivante, tout simplement, ils vont remporter les College World Series. Ils vont les remporter, petite anecdote, face à Yale. Yale qui a été une fac très réputée dans les différentes disciplines universitaires, notamment dans la première partie du XXe siècle. Et à cette époque, ils vont remporter ce titre face au Yale d'un certain joueur qui va devenir président un peu plus tard, c'est George Bush. Alors je parle de George Bush senior, le président de 1989 à 1993, qui a notamment connu le premier conflit du Golfe. Pas George W. Bush, bien entendu. En 1949, on pense que USC va pouvoir faire le repeat, mais ils vont être en fait éliminés par Wake Forest. Et en 1950, Sam Barry, on va finir son ère en fait à ce moment-là, va tout simplement malheureusement décéder. En décédant, il va tout simplement par la force des choses et de la nature laisser la place à Rod Dedeaux comme seul maître à la barre.
Donc on pourra tout simplement dire que Sam Barry aura marqué USC en fait de son empreinte, puisqu'il va déposer et laisser une marque indélébile dans les 3 principales disciplines sportives universitaires dans cette fac. Et Rod Dedeaux va pouvoir commencer à mettre en place sa dynastie à ce moment-là. Parmi les choses qui détonnent d'ailleurs, on peut noter par exemple qu'il se refuse à récupérer un véritable salaire, puisqu'il est payé $1, alors je ne sais plus exactement la récurrence, mais $1 pour le salaire, donc ça va être $1 par semaine ou par 2 semaines, puisque vous savez que la récurrence est différente entre les États-Unis par exemple et la France, où c'est mensuel. Mais ça pour dire qu'il ne gagne rien entre guillemets vis-à-vis de sa carrière de coach, puisqu'en fait sa compagnie, ses occupations dont il était fier lui permettaient de subvenir à ses besoins. Il avait une compagnie notamment de camions, de location de camions et compagnie. Donc ce coach à la philosophie assez particulière va pouvoir encore une fois mettre en place cette fameuse dynastie. Pour ce faire, il va devoir travailler en amont. Il va d'abord tout simplement profiter de son admiration pour une figure du baseball professionnel et notamment des New York Yankees, Casey Stengel ou Stengel. Il va prendre certains de ses préceptes, certains de ses concepts. Il va voir en termes de stratégie de jeu des choses assez simples mais assez utiles en baseball. Toujours anticiper les actions, demander à ses joueurs de la discipline à la batte. Et également en termes de recrutement, par exemple des joueurs qu'il aura connus, qu'il aura fait monter jusqu'en MLB, il va se servir un peu de ces joueurs-là en tant que réseau pour pouvoir montrer la marque de fabrique de USC et pouvoir recruter d'autres jeunes et leur montrer que avec lui, ces jeunes vont pouvoir tout simplement progresser et avoir une chance d'aller jusqu'au majeur. On lui reconnaît d'ailleurs cette belle manière de manager, de coacher des jeunes, en leur faisant comprendre que la répétition de l'effort est la chose la plus à même de les faire progresser, et que comprendre et répéter les bonnes choses à faire va leur permettre tout simplement de faire fi de l'adversité. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'était notamment une de ses phrases majeures, si on apprend à faire la bonne chose à chaque fois, donc tout le temps, avec cette répétition, on s'en fout quelque part de savoir contre qui on joue, puisque avec cette répétition des efforts, avec cette répétition de la discipline, avec cette répétition des phases de jeu et des concepts, normalement on a une formation assez solide pour pouvoir regarder les yeux dans les yeux l'adversité. Ce qu'on reconnaît également dans son coaching, c'est ce côté très sympa, très généreux, presque comédien. On explique qu'il avait notamment mis en place certaines choses assez sympathiques pour pouvoir mettre en place une certaine cohésion d'équipe et une bonne ambiance. Par exemple, il y avait une sorte de bizutage entre guillemets pour les nouveaux joueurs qui devaient donc tout simplement mettre notamment une perruque rouge en tant que, on va dire, rite de passage. Donc il y avait cette légèreté et cette façon de mettre en place une certaine cohésion dans un groupe qu'il allait pour la plupart coacher pour 2, 3, voire 4 ans. Si la décennie qui a suivi, donc le premier titre de 1948, a été jonchée de haies et de problèmes avec des hauts et des bas, des belles saisons conclues par des apparitions en College World Series mais pas de titre, 1958 va marquer un premier tournant dans cette carrière de Rod Dedeaux en tant que seul coach, puisqu'il va remporter les World Series de 1958 avec notamment certains joueurs qu'on retrouvera en MLB. Je pense par exemple à Ron Fairly qui a été un joueur majeur, on va dire, des Dodgers, en tout cas un joueur important, 2 fois All-Star, et là à cette époque-là All-Star après sa période Dodgers. Il était surtout 3 fois champion des World Series avec les Dodgers en 59, 63 et 65. Mais Rod Dedeaux à ce moment-là n'a pas encore montré l'étendue de ses talents en termes de formation de joueurs qui vont être utiles et même stars au niveau MLB. Il faut maintenant avancer un peu plus loin dans les années 60 pour retrouver trace d'une nouvelle saison victorieuse du côté de USC, puisque dès 1961, rebelote, USC gagne donc un 3e titre dans les College World Series. Dans cette promotion, il y a quelques noms à retenir. Il y en a un particulièrement dont on va réentendre le nom dans quelques minutes, c'est Mike Gillespie.
ce sont pas forcément des joueurs qui ont eu des grosses carrières au niveau MLB, mais je pense par exemple à Tom Satriano, qu'on a vu, Dan Hardell qui a fait partie de cette première cuvée de joueurs arrivés chez les Angels, les Angels qui venaient de naître en tant que franchise MLB. Donc voilà, pas encore des gros noms MLB, mais déjà une propension à avoir plusieurs joueurs ayant réussi à atteindre la MLB. Et donc Mike Gillespie, on va en reparler, puisqu'il va quelque part être le descendant de Rod Dedeaux un peu plus tard pour USC. Rod Dedeaux qui cette fois-ci semble lancer, puisqu'à peine 2 saisons plus tard, en 1963, rebelote de nouveau. 4e titre pour USC, un titre qui ne souffre d'aucune contestation, un titre notamment gagné face à une autre franchise, enfin une autre université réputée en college baseball, c'est Arizona. C'est vrai que je rentre pas forcément dans le détail des World Series parce qu'ils en ont gagné moult et la vidéo doit sortir en une seule partie. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas forcément une cuvée, on va retrouver des gros joueurs sortis de USC allant faire des carrières notables en MLB. Mais si vous voulez retenir 2-3 noms, il y a donc Bud Hollowell qui a été donc MOP, Gary Holman qui a été dans cette équipe de USC et qui a fait une belle petite carrière assez courte dans les majeurs, mais une belle petite carrière en général au global, entre son passage entre collège, mineur et un petit peu de majeur chez les Washington Senators d'ailleurs, feu Washington Senators. Et enfin, une autre personnalité du baseball, là voilà pour le coup un peu plus connue, c'est René George Lashman, puisque ce monsieur, qui a donc fait partie de cette équipe victorieuse de 1963 pour USC, a quand même passé plus de 53 ans en MLB, et notamment en tant que manager dans les années 80, que ce soit chez les Mariners, les Brewers, ou dans les années 90 avec les Marlins. Donc voilà, quelques noms à noter. Et surtout, je veux passer à des College World Series qui, pour le coup, vont nous intéresser un peu plus et dont on va détailler un peu plus le contenu, notamment en termes de joueurs. Ce sont les World Series de 1968. Alors, plusieurs choses à savoir concernant 1968. Après donc la doublette du début des années 60 en termes de victoires, USC arrive à recruter des jeunes futurs stars. On pense notamment, et je pense notamment à un joueur dont on va parler tout de suite, c'est Tom Seaver. Tom Seaver va arriver donc à USC à partir de 1964. Faut le savoir que USC à ce moment-là a réussi à former des jeunes joueurs prêts à aller faire des carrières courtes ou moyennes du côté de la MLB, mais pas encore des joueurs d'impact, voire des stars. Avec Tom Seaver, USC tient là en fait sa première star à donc quelque part polir et rendre prête pour pouvoir aller en MLB. Par exemple, il faut le savoir, du côté du USC, on avait certaines craintes concernant Tom Seaver. Pourquoi ? Puisque USC avait donc cette possibilité de pouvoir lui donner une bourse, comme on le voit pour pas mal d'athlètes dans certains sports, mais les bourses en baseball sont assez limitées. Voulant être sûr d'avoir ce joueur en tant que star et en tant que faire-valoir de cette université déjà réputée, ils l'ont envoyé en fait pitcher du côté de Alaska pendant l'été 1964. Quand il a fait ce qu'il fallait de ce côté-là, ils lui ont dit ok, viens à USC, on te donne la bourse. Il a donc commencé sa carrière du côté de USC donc en 65 en tant que sophomore pour le coup. Et en 65, en tant que sophomore, il va réussir de très très grosses performances du côté de USC tout simplement, avec notamment 10 victoires pour 2 défaites, des grosses stats, et on va le retrouver drafté lors de la première draft MLB en 1965. Cette draft est la première encore une fois de l'histoire, il en fait partie et il est drafté par les Dodgers, et on s'est dit que tout va rouler pour le mieux, et le fait que tout soit bien passé avec USC, même s'il y a eu quelques remous au départ, ça fait une pub normalement positive pour USC. Mais bon, premier couac, Seaver va demander en fait $70,000 pour signer du côté des Dodgers, ce que les Dodgers vont refuser, puisque eux vont lui proposer seulement $2,000. Ça va donc pas se passer comme prévu, et du coup Seaver va attendre et va choisir en fait de partir du côté des Braves d'Atlanta, où il va signer un contrat directement professionnel. Faut le savoir, c'est que Atlanta l'avait en fait récupéré dans la draft en fait de janvier. Alors, comment je peux expliquer un peu tout ça ?
1965, on a une première draft, hein, comme je l'ai dit, une draft qui se pose là comme on retrouve notre draft actuel. À l'époque, il était possible également, un peu comme la Rule 5 Draft, hein, d'avoir une sorte de rattrapage, notamment pour les joueurs étrangers, enfin les joueurs internationaux, etc., etc. Et lui, en fait, va faire partie de cette draft, qui n'est pas exactement la Rule 5 Draft, j'ai pas envie de vous embrouiller, mais c'est pour ramener au plus simple. Et il va être en fait sélectionné en tant que 20e pick overall dans cette deuxième draft qui a lieu en janvier 66. Et donc va signer un contrat avec les Braves. Mais le problème, il quitte donc USC. Normalement, il est drafté du côté des Dodgers en 65. Mais puisqu'il refuse, il est censé repartir à la fac. Même s'il n'a pas rejoué pour USC, USC va avoir en fait notamment des matchs d'exhibition la même année. Et du coup, bien qu'il n'ait pas joué, le contrat qu'il a signé avec les Braves ne va pas pouvoir être entériné. Il se dit du coup, bon bah, puisque c'est pas entériné, la saison de college baseball arrive là tout simplement. Donc bah, je vais finir la saison de college baseball avec USC. Et ensuite je verrai bien pour pouvoir de nouveau retenter ma chance. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il avait signé un contrat professionnel avec les Braves, donc un contrat professionnel tout court, bah, la NCAA l'a rendu inéligible, a rendu son verdict, il est inéligible. Ça a fait un gros tollé. Le père notamment de Seaver va se plaindre, hein, tout simplement, en expliquant que toute cette histoire est assez injuste. Hein. D'un côté, on va avoir l'opinion qui va dire que voilà, les Seaver ont été gourmands avec cette offre du côté des Dodgers refusée. D'un autre côté, les Seaver vont se dire que voilà, avec tout ce que peut amener le fils Seaver, hein, Tom Seaver, au baseball professionnel, et surtout que selon eux, il n'a rien fait de désobligeant ou en dehors des règles, c'est juste qu'ils n'étaient pas forcément au courant et que la MLB a fait certains choix qui les ont mis un peu au pied du mur. Bon bah voilà, pour eux, ils méritaient normalement d'avoir quelque part une seconde chance. Donc tout ce méli-mélo, ce mélodrame va faire en fait que Seaver va pas finir aux Braves. Tout simplement, il va pas finir aux Braves. Et par contre, ce qui va se passer, c'est que le commissionnaire comment ça s'appelle, William Eckert, le commissionnaire en fait de la MLB de l'époque, conscient qu'il se retrouve aussi dans une impasse, puisque ça lui fait une mauvaise presse, hein, tout ce qui se passe, il va dire qu'en fait les autres franchises MLB ont le droit de match l'offre des Braves, et dans ce cas-là, il pourra donc signer dans une de ces autres franchises, un peu pour on va dire compenser le fait qu'il ne puisse plus signer et que ça avait été déjà ruled out, hein, désolé pour le franglisme encore une fois, mais ça avait déjà été entériné, donc sa non-acceptation, sa non-homologation du contrat du côté des Braves. J'espère que vous avez suivi, que ce n'était pas trop nébuleux, mais tout ça pour dire que en fait, les Mets, qui se trouvaient par là, jeune franchise, qui avaient à peine 7-8 ans de vie, peut-être moins même à l'époque, hein, parce qu'ils avaient été construits, enfin voilà, avaient fait partie de l'expansion de 61 de mémoire. Et donc, ils vont récupérer en fait, tout simplement Tom Seaver, et après la suite on la connaît. Tom Seaver va être tout simplement un joueur majeur des Mets, hein, si ce n'est le joueur majeur des Mets. World Series 69, il fait partie de cette équipe, hein, premier titre de l'histoire des Mets. Il a eu tant et tant de titres, que ce soit individuels chez les Mets, il est parti également chez les Cincinnati Reds, on l'a vu, donc voilà, avoir une carrière impactante en MLB. Et du côté du USC, en fait, on se retrouve un peu avec une mauvaise pub, une mauvaise presse, même si c'était pas de leur faute. Malgré eux, ils ont vécu d'assez près, en fait, l'imbroglio Seaver au niveau du college baseball. Et on va dire que ça se mêle en plus à une zone sportive un peu plus floue, puisque après 65, on va pas les retrouver, après 63, pardon, on va pas les retrouver au plus haut de la marche du collège baseball, hein, du baseball universitaire, puisqu'ils vont devoir attendre 1968, et donc cette fameuse année 68 sur laquelle je voulais revenir, pour pouvoir célébrer un nouveau titre. Cette équipe de USC 1968 aurait pu en fait du coup avoir dans ses rangs Tom Seaver.
Ce n'a pas été le cas, mais elle avait dans ses rangs de très bons joueurs, de très beaux joueurs à voir jouer, notamment un certain Bill Lee. Euh, Bill Lee, en fait, a un peu été dans l'ombre médiatique, entre guillemets, de Tom Seaver, puisqu'ils sont arrivés à peu près en même temps du côté du USC. Et si Bill Lee n'a pas eu les remous déjà à sa signature à USC qu'a pu avoir Tom Seaver, ni l'histoire rocambolesque de ce dernier, Bill Lee a dû attendre en fait dans l'ombre de pouvoir montrer ce dont il était capable. Pitcher gaucher de grand talent, surtout neveu d'une joueuse de la All-American Girls Professional Baseball League. On en avait parlé déjà à l'époque, la ligue de baseball féminine qui avait été créée pendant tout simplement la période de guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et qui a fait l'objet notamment d'un film dont on a parlé assez souvent. Je vous mettrai à l'image ce film, je ne vais pas en reparler, mais voilà, il avait de qui tenir en fait, et il arrive donc du côté de USC avec la ferme intention de s'imposer. Il va faire une très très bonne carrière, une très solide carrière au niveau universitaire, et 1968 marque en fait son apogée du côté de cette équipe des Trojans. Et ce n'est pas le seul joueur en fait dont ça va être quelque part l'apogée. On va retrouver beaucoup de joueurs qui ont été recrutés dans les 2-3 saisons précédentes et qui arrivent en fait à pleine maturité sur cette saison-là, après des saisons assez compliquées, que ce soit médiatiquement ou sportivement. Et donc, Bill Lee, je continue à parler de lui en tant qu'étendard, en tant que représentant, en tant que témoin de ces World Series de 68, va également avoir une carrière assez intéressante du côté de la MLB. Les fans des Red Sox doivent le connaître, ou en tout cas en avoir entendu parler, puisque il détenait des records en tant que lanceur gaucher du côté de la Red Sox Nation. Il a d'ailleurs intégré la Boston Red Sox Hall of Fame, donc ce n'est pas rien. Et il a été All-Star en 1973, pour ceux qui veulent en savoir plus, lorsqu'il était toujours du côté des Red Sox. Pour Rod Dedeaux, en fait, 1968 marque vraiment la reconnaissance complète et impartiale de son talent en tant que coach. Là, ça doit être le 4e ou 5e titre. Ça doit être le 5e titre. J'ai une mémoire très très mauvaise, mais voilà, ça doit être le 5e titre. Et surtout, encore une fois, c'est un titre qui montre tous les talents de coaching de Dedeaux. On va le retrouver en fait au four et au moulin dans un tournoi où tout n'est pas si simple que ça pour USC. Notamment pourquoi, puisque on retrouve face à eux des équipes qui ont montré de très belles choses, notamment des équipes reconnues au niveau historique comme Oklahoma State. On a également tout simplement Texas. Texas, c'est l'autre grosse fac avec un autre grand coach, Cliff Gustafson, à sa barre. Et on va retrouver donc USC à devoir affronter dès le premier tour BYU, puis ensuite dans sa poule Oklahoma State. À chaque fois, Dedeaux va trouver les solutions pour pouvoir s'en sortir sans concéder de défaite. Je rappelle que c'était toujours en double elimination, mais USC va toujours s'en sortir sans concéder de défaite et va réussir en fait un parcours sans faute jusqu'au titre national. Une consécration encore une fois du savoir-faire de Dedeaux qui aura mis les ingrédients nécessaires en termes de cohésion d'équipe, je le répète pas assez selon moi, mais en termes de cohésion d'équipe, quand on voit tous les reportages, tous les articles associés à Dedeaux, tout ce qui en ressort, c'est cette cohésion d'équipe qu'il a réussi à ramener, notamment dans une période assez difficile pour la fac en termes de college baseball. Et la récompense va être la preuve en fait quelque part de cette cohésion d'équipe. C'est en fait William Sainsoft qui va remporter le MOP, qui va avoir des College World Series de haute volée et qui pourtant ne fera rien ensuite du côté du baseball professionnel. Et ça va être d'ailleurs le point culminant, l'apogée de sa carrière, c'est en fait tout simplement ces College World Series de 1968. C'est pour rappeler une dernière fois et encore une fois que ce que Dedeaux a fait en fait, c'est créer une véritable équipe soudée avec des fondamentaux bien calibrés, une discipline de fer, le tout arrosé, on va dire, accompagné d'un certain humour, d'une certaine légèreté pour pouvoir en fait calibrer et équilibrer au mieux en fait l'exigence et également le laisser aller, le laisser faire, le libre arbitre laissé à ses joueurs. À ce moment-là, ça y est, on le sait, sa carrière n'est pas finie, elle est encore loin d'être finie, mais on sait déjà que Rod Dedeaux
est le coach de l'histoire, en tout cas de la jeune histoire du college baseball, et surtout en termes de college World Series. Beaucoup de coachs vont l'utiliser comme référent, et ça y est, il est au Panthéon. On sait que quand sa carrière sera terminée, si Hall of Fame il y a, Hall of Fame il y sera. C'est pas très français, mais vous avez compris un peu l'idée. On va maintenant partir vers la période la plus faste, la plus incroyable en fait de ce USC. C'est la période, on va dire presque pilotage automatique de USC. C'est le début des années 70. Le titre de 1968 a non seulement, comme je l'ai dit, mis Dedeaux sur un piédestal, mais surtout a lancé complètement la stratégie qu'il avait essayé de mettre en place depuis le début. Ce côté un peu réseau via l'exemple, montrer qu'on pouvait former des jeunes joueurs, des jeunes talents pour qu'ils soient prêts pour la MLB, et leur faire miroiter également d'avoir des titres dès leur plus jeune âge quelque part, dès la vingtaine, avoir un titre au niveau universitaire pour en fait apposer un sceau encore plus indélébile sur le début de leur carrière. Ce qu'il s'est passé en 68 va tout simplement en fait donner envie à certains jeunes hommes, dont un jeune homme dont je voulais parler pour la saison 1970, c'est Dave Kingman. Dave Kingman en fait a été drafté dès 1967 par les Angels, et ça à sa sortie de lycée. En 68, il va être de nouveau drafté, cette fois-ci par les Orioles, mais lui il va se décider d'aller jouer pour Rod Dedeaux. Il ne veut pas entendre quoi que ce soit, il veut jouer pour Rod Dedeaux, et il n'y a rien d'autre à faire, il faut qu'il aille jouer pour USC. Fort de l'influence de USC, il va peaufiner son talent, s'imprégner de cette culture en fait spécifique liée à ce qu'a mis en place Rod Dedeaux. Et si ce jeune homme avait commencé en tant que pitcher, on va le retrouver s'installer complètement du côté de l'outfield. Alors, il faut le savoir, en 69, il continue d'abord en tant que pitcher. Il aura notamment un ERA de 1,38 avec 11 victoires pour 4 défaites sur sa fiche. Et en tant que two-way player, il va également frapper pas mal lors de cette saison 69. Et il aura notamment une moyenne au bâton de 25% avec 16 points produits pour parler français. Et tout ça, c'était dans une optique de petit à petit le faire transiter vers du jeu de champ, tout simplement. En 1970, arrive une nouvelle saison où USC va dominer. On les retrouve après qu'ils aient loupé les College World Series de 69 dans ces fameux College World Series, mais par contre, on les retrouve en tant qu'outsider, parce que l'équipe qui impressionne vraiment à cette époque-là, en cette année 70, c'est le Texas de Cliff Gustafson. On les retrouve quasiment en tant que véritable favori après un début de tournoi tonitruant. Et surtout, on va voir quelque chose qui va compliquer la tâche à USC. C'est une défaite inaugurale de ces derniers dès le premier match des College World Series face à Ohio. Ohio qui était un peu l'équipe surprise de ces College World Series 70. Une défaite 4-1 qui les met déjà dos au mur puisqu'ils n'ont plus droit du coup à l'erreur. Un double elimination qui veut dire tout simplement que on ne peut pas avoir deux défaites. Une défaite, ok, on a encore une chance via le bracket des perdants et puis pouvoir remonter petit à petit. Mais deux défaites, je le rappelle, c'est fini. Ce faisant, alors que Texas déroule, tout simplement, Texas va battre coup sur coup Delaware 12-4, Ohio qui venait de battre USC 7-2 et Florida State qui faisait aussi partie des favoris avec un joueur qui a été d'ailleurs MOP cette saison-là. Donc une défaite 5-1 de Florida State face à Texas. De l'autre côté, USC va donc devoir tout simplement se défaire de Delaware, ce qu'ils vont réussir à faire assez facilement. Puis ensuite se défaire d'une autre surprise, un Dartmouth, avant de pouvoir réintégrer le tableau normal avec les demi-finales et un duel qu'on pourrait qualifier de mythique. Un duel acharné entre Texas et USC, entre Cliff Gustafson et Rod Dedeaux, le duel que tout le monde attend, et surtout un match qui est resté dans les annales. Sur la ligne de départ, on a trois favoris: Texas, USC, Florida State. Florida State et USC n'avaient plus le droit à l'erreur puisqu'ils avaient déjà perdu un premier match, et donc double elimination veut dire plus de chance. Texas avait son destin et toutes les cartes en main puisqu'ils étaient à ce moment-là toujours invaincus.
Le seul chemin pour USC de l'emporter était donc de remporter les 2 matchs qui lui restaient, à savoir le match contre Texas dès ce tour-là, et ensuite, s'ils arrivaient à s'en sortir, un match face au vainqueur de l'autre match entre Florida State et donc Texas, si Texas perdait face à eux tout simplement. Et USC va donc réussir à montrer encore une fois, et ça fait partie de cette légende de Rod Dedeaux, cette résilience, cette cohésion contre vents et marées qui ont eu maille à partir face à un Texas accrocheur dans un match qui fait partie des plus gros et des plus beaux apparemment matchs de l'histoire du college baseball. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir d'image, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais je les crois, puisqu'il s'agit d'un match qui s'est terminé en 14 manches, avec une victoire 8-7 de USC aux dépens de Texas. Maintenant, après cette victoire, USC est donc tranquille et va donc attendre, puisqu'ils sont sûrs de jouer une finale. Ils ont une défaite, Texas a une défaite et Florida State a une défaite. À Florida State et Texas de se jouer pour savoir qui allait jouer USC dans cette finale. Texas va malheureusement faire ce qu'il, à la base, ne devait surtout pas faire et avait peu de chances de faire, c'est perdre une deuxième fois de suite. Et donc, alors qu'ils avaient tout simplement le titre à portée de main 2 matchs auparavant, on retrouve Texas éliminé et même privé de finale suite à une défaite sèche face à Florida State 11-2. Le match dantesque qui est arrivé juste avant face à USC peut certainement expliquer la fatigue psychologique et physique d'un Texas exténué face à Florida State qui pour le coup attendait de voir lequel des deux elle allait affronter. Et on retrouve une finale entre donc 2 des 3 favoris, les 2 survivants, les 2 restants, entre Florida State et donc USC. Et si je vous ai dit que Texas USC de 70, de par les coachs qui s'affrontaient, des coachs légendaires, et de par le scénario et surtout la longueur du match, fait que c'est quelque chose qui entre dans la légende, la finale n'est pas sans reste, puisque là on va se retrouver dans un duel de pitchers. Il faut le savoir, ce match, après donc les 14 manches de la demi-finale de USC face à Texas, on se retrouve face à cette fois-ci un match qui va durer 15 manches. 15 manches dans un duel de pitchers. Là, ce ne sera pas un match à gros score, puisque le score final sera de 2-1. On n'aura aucun run scoré avant le 15e inning. Et ce 15e inning va voir en fait USC, grâce à Frank Alfano, remporter le titre national avec une victoire 2-1. Et ça sera d'ailleurs leur 6e titre national. Il faut le savoir, à chaque fois que, à cette époque-là, au moment où cette époque arrivait, donc au moment des années 70, à chaque fois qu'on a eu des extra innings, des manches supplémentaires en finale des College World Series, à chaque fois USC était mêlé à l'histoire. En 58, quand ils ont battu Missouri, ils ont eu 12 manches pour se défaire de Missouri. Et en 60, cette fois-ci, ils avaient perdu face à Minnesota, de la Big Ten, dans un match qui avait eu lieu en 10 manches. Dave Kingman et consorts pouvaient donc cette fois-ci célébrer et tout simplement partir vers d'autres cieux. Kingman, que l'on va donc ensuite retrouver être drafté par les Giants de San Francisco en 70, donc la même année. Et dès 71, il va commencer en MLB pour les Giants. Avec les Giants, il va avoir quand même 4 saisons intéressantes. Ensuite, on va le retrouver du côté des Mets. Il va jouer également chez les Padres, les Angels, les Yankees, les Cubs, de nouveau les Mets et les A's. Pour une carrière assez longue, assez intéressante. Il aura été 3 fois All-Star. Il aura été 2 fois leader du nombre de home runs sur une saison dans la National League en 79 et en 82. Donc voilà encore un joueur qui aura quand même eu une carrière très solide dans MLB et qui aura été façonné par la philosophie Rod Dedeaux. Et là vous vous dites certainement, mais waouh, ce monsieur a déjà réussi à obtenir 6 titres, il est passé par toutes les émotions,
il a quelque part eu cette revanche sur un petit effondrement, un mini effondrement, hein, attention, hein, médiatique notamment au milieu des années 60. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux ? Eh bien, il va vous répondre tout simplement, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? C'est de gagner consécutivement 5 World Series. Le titre de 70 va appeler un titre en 71, qui en appellera un autre en 72, un en 73 et un en 74, pour 5 titres nationaux consécutifs, chose qui n'a toujours pas été refaite dans l'histoire du collège baseball. Rendez-vous compte. On se retrouve donc avec un palmarès qui écrase tout autre palmarès, avec un Rod Dedeaux maintenant fort de une dizaine de titres. Voilà, encore une fois, je ne sais pas compter, je m'en excuse, mais en 74, USC doit être pas loin des 10 ou 11 titres déjà. Et à ce moment-là, on se pose même plus la question de où placer Rod Dedeaux dans l'histoire. On sait que c'est déjà le coach, le plus grand coach de l'histoire du college baseball de par son palmarès. On imagine très difficilement avoir un coach, ne serait-ce que le challenger en termes de nombre de titres gagnés. Mais puisqu'il avait décidé que les années 70 ne pouvaient pas se terminer sans un nouveau titre pour complètement asseoir une domination déjà revendiquée dans cette décennie, il y ajoutera un titre en 78 après une mini période de disette, puisqu'après 74, ils vont avoir du mal à repartir au College World Series et ils vont donc attendre cette fameuse année 78 pour non seulement repartir au College World Series, mais en plus remporter un titre. Ce sera le dernier titre remporté par Rod Dedeaux, mais au-delà de ce titre, il va également former des joueurs dont je n'ai pas encore parlé. On peut notamment mentionner par exemple Fred Lynn. Je peux parler également de Steve Kemp, pour ceux qui ont connu des époques un peu plus contemporaines, notamment les années 80, avec des joueurs qui ont malheureusement fait parler d'eux un peu plus tard en MLB pour d'autres choses que des performances purement sportives. Il y a également, donc, j'allais le dire et je le dis maintenant, Mark McGwire. Et il y a un petit dernier que tout le monde adore, qui a notamment fait les beaux jours des Diamondbacks, c'est bien sûr Randy Johnson. Rod Dedeaux a donc coaché plusieurs décennies, commencé en 48, il aura terminé au milieu des années 80, de mémoire c'est 86, et il va laisser donc USC fort de 11 titres nationaux. Il aura également remporté plusieurs fois, je pense que c'est 28 ou 29 titres de conférence. Il faut savoir que, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts, les conférences ont été sujets à pas mal de réalignements, donc il n'a pas été tout le temps champion de la même conférence. Il a été champion notamment de la PCC, la fameuse Pacific Coast Conference dont je vous ai parlé auparavant. Il aura été également champion de la Pac-8, champion de la Pac-10. Et il aura été 6 fois, et donc élu 6 fois coach de l'année. Il intégrera bien sûr le Hall of Fame des coachs, le CBCA et le ABCA également. Il sera élu notamment en termes de coach de collège, Coach of the Century, donc coach du siècle. Et il va bien sûr entrer au College Baseball Hall of Fame lors de sa première itération de 2006. Il fera partie des premiers intronisés, bien entendu. Rod Dedeaux a donc laissé une marque indélébile, que ce soit bien sûr du côté du USC, mais également du côté du college baseball, avec bien sûr 11 titres nationaux. Il aura eu un record complet, si on parle de son nombre de victoires, défaites et matchs nuls, avec 1332 victoires, 571 défaites, 11 matchs nuls, et il aura réussi à rester en termes de saison positive pendant 37 ans. C'est-à-dire 37 ans consécutivement, il n'aura pas eu de bilan négatif. Au moment de sa retraite, il aura donc réussi à être le coach qui a gagné le plus de matchs dans l'histoire du baseball universitaire. Et ça, bien sûr, son record va être battu par l'un de ses adversaires de l'époque, Cliff Gustafson, qui lui va continuer à coacher un peu plus loin dans le temps. À noter également qu'il aura été coach de Team USA dans les Jeux Olympiques du Japon à Tokyo en 64 et du côté de LA en 1984.
Et pour finir à parler de lui, il va mourir en 2005 à 91 ans. Et pour revenir à USC, lors de sa retraite en 86, il va voir lui succéder l'un de ses anciens joueurs. Je vous en ai un peu parlé en préambule il y a quelques minutes, il y a peut-être une bonne dizaine de minutes maintenant. Mais nous allons parler maintenant de Mike Gillespie. Mike Gillespie avait donc réussi à remporter le titre en tant que joueur du côté de USC, ça c'était en 1961. Ensuite, il va réussir à faire quelques piges en tant que coach dans différents collèges, on va dire un peu plus mineurs. Je pense notamment au College of the Canyons, où il va rester coach de 71 à 86. Il va donc arriver en 87 du côté de USC pour remplacer son mentor, mais non sans mal. Avec lui arrivent des années un peu plus compliquées. Si on retrouve un bilan toujours positif en termes de ratio victoire-défaite, en termes de calendrier ou de saison en général, on va le retrouver mettre un USC bien plus en difficulté en termes de on va dire compétition de conférence. La première saison, ils auront même un bilan négatif dans leur conférence, avec 12 victoires pour 18 défaites. La seconde, en 88, va être à peu près du même acabit, 13 victoires pour 17 défaites. Ils vont malgré tout, grâce à un bilan général de 36 victoires pour 26 défaites, réintégrer le tournoi national et ils vont donc aller jusqu'au Regional, donc le premier tour, on va dire, du tournoi national. S'ils retrouvent ensuite un bilan un peu plus conforme à leurs ambitions, avec des bilans positifs sur les 3 saisons suivantes, et notamment une saison 91 avec de nouveau une première place en termes de conférence, ils n'arriveront pas à montrer grand chose au niveau tournoi national, puisqu'ils vont encore une fois se faire sortir les Regionals. En 92, pas mal de critiques arrivent à son encontre, puisque une nouvelle saison négative au niveau de sa conférence le prive carrément de tournoi national cette saison-là, avec un bilan complet, un bilan général sur la saison de 28 victoires, 26 défaites. Donc même au niveau général, ça n'a pas été fameux. Puis 93, 94, on va le retrouver encore une fois avoir du mal au niveau national. Un bilan à peine à l'équilibre en 93 au niveau de la conférence, puis après un passage au Regional et puis s'en va. Un bilan bien meilleur en 94, mais de nouveau un petit tour et puis s'en va. Par contre en 95, on retrouve enfin un USC qui domine, un USC qui est capable de nouveau batailler avec les plus grands, et surtout ça marque un tournant, puisqu'à partir de cette période de 1995, on va retrouver USC comme vraiment une force du college baseball, comme ça n'avait plus été le cas depuis la retraite de Rod Dedeaux. 95, ils vont donc atteindre les College World Series, même s'ils ne vont pas pouvoir remporter le titre national. 96 et 97, c'est vrai que de nouveau ils vont se faire éliminer dès les Regionals, mais par contre on sent en termes de bilan de la saison régulière que tout va pour le mieux. Ils réintègrent le club des victorieux à plus de 40 victoires sur la saison, ce qui montre une belle santé. Ils remportent notamment en termes de saison régulière la Pac-10, et surtout ils mettent en place quelque part une génération qui va donc être couvée entre 95 et 98 pour arriver jusqu'au fameux titre de 1998, le dernier de l'histoire de USC au moment où on parle tout simplement. Et donc la preuve que Gillespie, avec sa persévérance et avec sa patience, a su et a pu mettre les ingrédients pour pouvoir remporter un titre. Et pourtant, ces College World Series 1998 paraissait sur le papier très compliqué pour USC notamment, puisqu'il se retrouvait face à un plateau très chargé. On le sait, en général dans les College World Series, on a toujours une ou deux surprises, ou alors des facs qui ont eu du mal les dernières saisons et qui reviennent un peu au premier plan, ce qui a été un peu le cas de USC pour le coup. Mais quand on regarde les adversaires, on retrouve des adversaires qui dans ces années 90 avaient eu l'habitude d'intégrer les College World Series, ou qui les avaient même gagnés récemment. Que ce soit Florida, que ce soit Miami, Florida State, LSU, Arizona State,
ou encore Mississippi State, c'était très chargé. Et on avait en Long Beach State, certes une mid-major, mais une mid-major qui dans les années 90 avait montré également de très belles choses en termes de College World Series, avec notamment une dernière participation assez dernière en 93. Donc tout ça pour dire que le plateau était très serré, le plateau était très chargé, et si USC avait fait une très grosse saison, régulière au niveau universitaire, ils n'étaient pas les seuls, puisqu'on avait des équipes qui avaient dépassé les 50 victoires sur la saison régulière, ce qui est souvent assez compliqué à mettre en place. Je pense à Miami, je pense également à Florida State, ou alors des équipes qui avaient des bilans supérieurs à celui de USC, notamment LSU ou encore Florida. Tout ceci ne va pas empêcher Southern California de se battre pour le titre, avec un premier match exceptionnel, encore une fois, un match en 11 manches avec beaucoup de points face à Florida, une victoire difficile 12-10, puis un match un peu plus tranquille face à Mississippi State avec une victoire 7-1, et surtout le tournant lors de ces College World Series 98, c'est le match face à l'ogre LSU. LSU venait de remporter 2 titres de suite, le fameux titre de la meilleure finale de l'histoire, tout le monde dit que c'est la meilleure finale de l'histoire, celle de 96 entre Miami et LSU, suivi d'un autre titre en 97. On les retrouve en 98 avec toujours une très très grosse équipe, et on se retrouve donc face quelque part dans une finale, en fait, si vous voulez, avant l'heure, tout simplement. USC ne va pas s'en laisser compter et va battre LSU 2 fois, 5-4 et 7-3 pour une place en finale face à Arizona State. Arizona State qui aura réussi à se débarrasser de Long Beach State qui aura été un peu l'épouvantail de ces World Series de 98, pour un match très prolifique en finale et une victoire de USC 21-14 face à Arizona State. Autre grosse équipe historique du college baseball dont on aura certainement un épisode, un de ces 4. Cette saison marque paradoxalement un peu la fin de la domination de USC, domination à travers les décennies, entendons-nous bien, et surtout marque un changement vis-à-vis de ce que l'on peut avoir en termes d'opinion concernant USC, puisque si on parle de nos jours de USC, on ne va pas forcément les voir comme des favoris. Et cela fait assez longtemps, malheureusement, qu'ils ne sont plus dans les plus hautes sphères du college baseball. USC aura malgré tout, bien entendu, et vous l'avez compris, marqué l'histoire, grâce à un coach d'exception, grâce à une politique sportive tantôt tangente au début du XXe siècle et tantôt très bien structurée avec des apports de pièces légendaires et importantes de ci de là. Un peu de chance comme il le faut pour tous les grands champions et toutes les grandes championnes. Mais que voulez-vous, USC c'est le monument du college baseball et il fallait bien que je revienne sur eux avec un college baseball legends à leur effigie. Et ben voilà, alors cet épisode est très long, je l'entends bien. Alors vous inquiétez pas, je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens à la fin, mais sachez qu'il y aura bien sûr un chapitrage, je vais bien communiquer là-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez et vous pourrez en fait tout simplement regarder la vidéo en plusieurs fois, en plusieurs parties, et juste cliquer sur le chapitre qui vous intéresse en fonction de là où vous en êtes, pour que ça soit bien sûr bien plus digeste. Le truc c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur USC en tant que fac tout d'abord, comme l'intro de plus de 10 minutes, notamment sur la partie cinéma, ce qui quelque part a pu vous donner un ordre d'idée sur les choses que j'allais aborder sur la durée que pourrait atteindre cette vidéo un peu mastodonte. Mais voilà, j'espère que malgré tout, vous pourrez vous régaler à entendre les histoires autour de cette université, les histoires autour de son programme baseball notamment, et l'histoire de Rod Dedeaux, le coach emblématique, le coach le plus représentatif du baseball universitaire. Voilà pour la longue vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, il y aura bien sûr du podcast qui va revenir, je ne sais pas quand est-ce qu'une prochaine vidéo va sortir, puisque c'est vrai que si je me mets à faire des vidéos de 1h, 1h30 avec le montage et compagnie, on va pas s'en sortir en termes de productivité. Les activités également font que c'est pas si facile que ça de pouvoir se mettre à travailler sur des vidéos.
J'espère notamment travailler sur un petit projet lié au Japon. Je vais voir comment je peux mettre ça en place. Ce sera certainement une dernière vidéo sur le Japon et peut-être sous un angle un peu plus pop culture. Donc à voir ce qu'on pourra en faire. En tout cas, au moment où j'enregistre, on est entre Noël et le Nouvel An. Donc je vous souhaite bien sûr des belles fêtes de fin d'année. Et pour ceux qui écouteront cette vidéo après 2024, encore une fois une bonne année si c'est juste après la nouvelle année. Et puis tout simplement, je vous dis à très bientôt. On va pas rendre la vidéo plus longue qu'elle n'est déjà. Allez, ciao.